émission Congo Tolingi, présentée toujours par la diplomate Blessing Pelo. Et voilà, aujourd'hui, avec notre invité, nous allons plus nous pencher à un sujet qui touche les enjeux électoraux, un sujet qui touche plus la synthèse de la francophonie, et on va finir par une conclusion tirée par notre invité. Et voilà, avec lui, nous allons vraiment décortiquer pour éclairer l'opinion publique aujourd'hui. Il faut signaler que notre émission a pour objectif ultime de ramener le Congo sur le chiquier international. Et pour ce faire, on doit toujours prendre en considération nos différentes valeurs, mettre en exercice qui vont permettre au Congo de se classer sur le chiquier international. Et voilà, nous saluons la présence de notre invité pasteur Philippe Kabongo Baya, le historien de l'ECC, Église du Christ au Congo, et sociologue. Bonjour pasteur. Bonjour. Voilà, je suis très ravie, je suis très contente de nous retrouver encore dans ces plateaux pour parler de ces sujets du jour. Oui, moi aussi, je suis flatté, honoré par votre invitation. Je voulais qu'on parle de ce sujet. Merci beaucoup, pasteur. Le président vient d'organiser plutôt une manifestation de la francophonie. Nous voulons, on sait que vous puissiez nous faire une lecture par rapport au jeu. Ce soit juste de dire le président de la République, il n'organise pas. Il est le représentant de l'État congolais, le gouvernement congolais a fait cette option d'accueillir ces Jeux internationaux dans le cadre de la francophonie. Donc c'est une option levée par le Congo, la République démocratique du Congo, représentée bien sûr par le président de la République, M. Tshisekedi Félix. Et c'est toujours bien de distinguer ce que fait un individu et ce qu'il fait au titre de sa représentation. Donc ce n'est pas le président qui a fait, c'est l'État congolais qui a fait. Okay, merci beaucoup. Alors, quelle lecture faites-vous au jeu de la francophonie qui vient d'être déjà passé? C'était un grand succès. Je crois que beaucoup doutaient du succès que ça allait avoir. Il y a des pays qui ne sont pas venus parce que la propagande qui est faite sur le Congo est ce que vous savez. Pour des raisons diverses et variées, on a dit l'insécurité, les difficultés de ceci, difficultés de cela. Bon. Mais ceux qui sont venus, ça correspondait avec ma propre venue ici à peu près, ceux qui sont venus étaient contents. Il y a eu peut-être des problèmes d'intendance, des repas qui n'ont pas été toujours distribués à l'heure, je ne sais pas. Mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même bien. Et les Congolais étaient contents d'avoir ramassé tant de médailles. Oui, c'était bien, non? C'était très bien passé. Et voilà, sur l'aspect politique, culturel, est-ce que vous pouvez nous faire une lecture par rapport à la francophonie? Oui. Alors, il faut toujours rappeler que le projet et surtout la vision de ce que l'on appelle la francophonie est venue des Africains. Ce n'est pas la France ou les pays francophones occidentaux, la Suisse, la Belgique, le Québec au Canada et la France, comme que je viens de citer, qui en ont eu l'initiative. Ce sont des intellectuels africains et parmi eux, le plus grand d'eux, parmi eux, le président poète Léopold Sédar Senghor, qui a eu en premier à cœur de lancer ce projet, et ça réussit, c'est-à-dire constituer une communauté internationale de ceux qui ont la langue française en partage, qu'on soit congolais, camerounais, maliens, sénégalais, canadiens, belges,
on a la langue française en partage. D'une certaine manière, on partage aussi des valeurs de culture. Et Senghor était quelqu'un qui était très attaché à la culture française, à la langue française, et il a poussé ça, et on a l'impression que depuis que la France a tiré vers elle ce projet pour en être le répondant principal, pour les jeunes générations, on croit que c'est la France qui tourne tout ça, qui manage tout ça. En réalité, ça vient de loin. Ça vient de cette vision-là par Senghor. Merci beaucoup, mais nous voulons plus savoir qu'est-ce que le jeu de la francophonie a apporté comme gain aux Africains et particulièrement en République démocratique du Congo. Tout ce qui permet que les jeunes se retrouvent pour des activités sportives, ça favorise le partage de l'humanité. Hein? On est roumain, on est suisse, on est français, on est canadien, on se retrouve pour des compétitions de ce niveau-là. Bon, ce n'est pas tout à fait comme les grandes compétitions qu'on connaît en Afrique même ou dans le monde, mais quand même, c'était pas rien, ces compétitions. Ça permet que les jeunes gens se connaissent, s'apprécient, et cette connaissance mutuelle de jeunes est quelque chose qui est bénéfique aussi pour le partage de nos cultures. Les Roumains ou les Malgaches ou tel autre groupe de jeunes qui étaient là, qui ont pu manger les choses qu'on mange à Kinshasa, qui ont pu apprécier notre musique, qui ont vu en plus les sapeurs. C'était très impressionnant pour eux. Et ils se sont rendus compte qu'ici, il y a un bouillonnement culturel impressionnant. Mais les Congolais aussi, qui ont entendu parler de la francophonie comme de quelque chose de général, ils se sont rendus compte qu'ils comptent comme Congolais dans cette communauté. Et ce n'est pas rien. Cette fierté-là de savoir qu'on est Congolais et qu'on fait partie d'une communauté mondiale de cette taille, pour les Congolais, c'est important. C'est très très important. Merci beaucoup. Le Congo est en train d'organiser déjà les élections parce que bientôt là, on va voter le président et bientôt on va voter le député national. Pourquoi pas dire, on doit passer par les élections municipales aussi. Nous voudrons savoir un peu, en tant que pasteur, quel est l'apport de l'Église face aux enjeux électoraux? Cette question est une question très, très complexe. C'est une question qui ne demande pas quelques phrases. Tout ce que je peux dire est que ça fait très longtemps que les églises, et notamment l'église catholique romaine, prennent la parole pour dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre pays. Ça fait très longtemps. Ça ne date pas de Kabila père, ça ne date pas de Kabila fils, ça ne date pas naturellement de Tshisekedi fils. Et puis les autres églises sont là, l'église protestante dont je suis membre, l'église du Christ au Congo. Qu'est-ce qu'il faut dire? La première chose à dire, tout pouvoir repose sur la légitimité. Il y a le pouvoir qu'on a par la force, ça s'appelle pouvoir de fait, et il y a le pouvoir qui vient de la légitimité exprimée, c'est un pouvoir de droit. Cette deuxième manière d'accéder au pouvoir par le droit, c'est un processus qui épargne la violence, qui fait que la compétition politique ou politicienne ne soit pas une guerre.
comment faire pour que le pouvoir soit construit sans que ce soit un processus de violence et de violence meurtrière. Donc on procède aux élections. Sauf que, c'est ça la chose compliquée. Dans ce pays, comme dans beaucoup de pays au monde, et notamment en Afrique, accéder au pouvoir, c'est accéder au bien. Et donc, ceux qui sont en concurrence pour aller au poste de responsabilité ne sont pas d'abord préoccupés par le fait d'établir une stabilité, un partage, une construction de quelque chose qui est comme une construction de civilisation. C'est avoir les postes de pouvoir pour pouvoir se servir eux-mêmes ou préserver ce qu'ils ont. Là, il y a quelque chose de terrible. Parce que du coup, le pouvoir politique, qui est une manière de construire une cité où les gens peuvent vivre paisiblement, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens, est laissé de côté. On est dans un processus où chacun, comme il peut, dans la corruption, par la corruption notamment, fait tout pour s'accaparer de moyens d'enrichissement sans cause. La ville de Kinshasa, notre ville, là où nous sommes, est connue comme une plateforme internationale de blanchiment d'argent. Il y a beaucoup de gens de pays différents qui viennent ici, y compris nos ennemis, pour blanchir leur argent. Il y a énormément de trafic ici. On ne peut pas construire un pays sur la corruption. Et si, de surcroît, cette corruption entame le politique, fait que le processus politique est biaisé. Le processus politique est pourri. Il ne faut pas attendre la grande guerre avec des fusils. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous saboter vous-même. Donc, les enjeux ou l'enjeu de l'élection, cette femme ou cet homme qui veulent être député provincial ou député national, ministre, chef de l'État, ou tout ce que vous voulez, si c'est simplement pour acquérir des positions permettant d'avoir des choses, ça ne vaut pas la peine. C'est différer la violence. Parce que d'une manière ou d'une autre, la violence va éclater. Qu'on ait éliminé ce garçon chérubin comme ça a été fait, mais c'est quelque chose d'innommable. Mais combien de chérubins perdent leur vie tous les jours, ici ou ailleurs, en province, et la partie de l'Est, n'en parlons pas. C'est ça le problème. Est-ce que les élections sont là pour mettre un ordre et une loi qui vaut pour tout le monde? Construire ce qu'on appelle, ce n'est pas un slogan, une société de droit et donc un état de droit, ou c'est simplement acquérir des positions pour s'accaparer des richesses et continuer à se protéger soi-même. Maintenant, quel est le message lancé surtout à la jeunesse, parce que le pays ou soit l'avenir appartient à la jeunesse. Maintenant, quel est ce message-là que vous allez lancer plus à la jeunesse face aux enjeux électoraux? Il faut que les jeunes se rendent compte que ce qui se joue là, c'est leur avenir. Ce n'est pas seulement leur présent. Pas seulement. Parce que les écoles aujourd'hui sont souvent des écoles bidons dans notre pays. Quand on a eu un semblant de formation, cette formation ne vous donne rien.
avoir quelque chose au bout, c'est-à-dire en termes professionnels. Vous êtes obligé de vous débrouiller vous-même, y compris par les moyens de corruption. Ça concerne les jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Il faut que les jeunes se rendent compte que les gens de mon âge sont en train de détruire leur avenir. Et c'est aux jeunes d'avoir une clarté dans leur pensée, dans leur vision, pour dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et voilà, sans pour autant tarder, je dis également toutes mes condoléances, voilà, à la famille artistique de Longangue, donc Marlène Longangue, qui vient déjà nous quitter suite à une courte malade. Et voilà, toutes mes condoléances à la famille biologique de Marlène. Voilà, là, je continue à la dernière question pour chuter déjà à l'émission. Pasteur Philippe, je voudrais juste savoir en tant que pasteur, est-ce qu'un pasteur peut soutenir une vision politique, peut créer son parti politique? Le pasteur appartient à une organisation qui s'appelle l'Église. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut de manière individuelle ou égoïste. Il est obligé de se soumettre à la discipline de son Église, quand c'est une Église organisée. C'est pareil pour les prêtres. Mais rien n'interdit un pasteur, rien n'interdit à un prêtre de prendre ses responsabilités dans le champ politique. Rien. Hein? On a vu des prêtres, d'ailleurs ici, de l'autre côté du fleuve, il y avait un président qui était un ancien prêtre, qui était même un prêtre, et il a dû quitter le ministère pour continuer son travail de prêtre. Rien ne l'interdit. Le problème, c'est de dire, quand je suis aux affaires de la cité, aux affaires politiques, quel signe je donne? Là, il faut éviter le conflit entre les valeurs qui sont préconisées par l'Église, donc les valeurs de notre foi, de notre espérance, d'une humanité vivable, et les valeurs du monde politique, qui sont des valeurs de le meilleur gagne, et surtout que le médiocre gagne. De quoi, moi, pasteur, ou moi, prêtre, je suis le signe dans le champ politique? Voilà la seule question qui compte pour les pasteurs ou les prêtres qui veulent faire de la politique. Maintenant, quand les églises elles-mêmes, c'était dans la première question que vous aviez posée, qu'on s'intéresse à l'organisation de la cité par les élections, par des prises de position, il y a du bon et il y a du moins bon, voire même du mauvais. L'Église n'a pas reçu pour mandat de gouverner la société politique. Il y a la tentation dans ce pays où on voit des gens de la haute hiérarchie catholique qui veulent se comporter comme des présidents bis ou comme des espèces de tuteurs de la classe politique. C'est illégitime. C'est une imposture. Ils n'ont pas à faire ça. Personne là ne leur a donné la mission d'être de donneurs de leçons de la classe politique. Non. Il y a des médiocres parmi les évêques. Il y a des vrais médiocres parmi les archevêques. Ce n'est pas seulement dans la classe politique qu'on trouve des médiocres. Et d'ailleurs, quand beaucoup d'évêques et beaucoup de prêtres disent des choses qu'on entend matin, midi et soir à la radio, à la télévision, ici à Kinshasa, il faut se demander si ce n'est pas un bruit qu'ils font pour cacher les casseroles dans leur propre organisation. Ils sont accusateurs de politiciens. Mais qui les accuse, eux, dans leur propre organisation? Leur organisation, l'Église, a un droit. Comment ce droit est-il respecté entre les gens de la haute hiérarchie et les simples prêtres qui sont dans les paroisses?
comment les biens sont partagés. Et partagés d'une manière égalitaire, avec justice, au sein de l'Église. Tout ça, ça relève du droit commun. Quand les prêtres vont se lever pour dire « tel évêque nous a fait ça et ça et ça », ça passe au tribunal. Vous croyez que ça va être beau? Vous voyez ce que je vais dire? Or, vous avez beaucoup des évêques ici qui pointent leurs doigts sur les politiciens pour dire c'est des corrompus, c'est des incapables, c'est des médiocres. Mais eux, ils sont les premiers médiocres. Il y a aussi des médiocres parmi les pasteurs. Il y a aussi des gens pas toujours recommandables parmi nous. Ça signifie quoi? Il faut que nous soyons humbles, que nous soyons modestes, que nous soyons crédibles. La crédibilité repose sur le fait que ce que j'ai dit, c'est aussi ce que j'ai fait. Ce que je dis, c'est aussi ce que j'essaie de faire. Et si on fait trop de bruit, voire même des insultes, jusqu'à se montrer impoli, ça ne va pas. Vous ne voyez. Surtout entre les pasteurs. Entre les pasteurs ou contre les politiciens, ça ne va pas. Que les pasteurs parlent comme on parle dans le monde, c'est indigne. Mais quand les pasteurs se mettent à insulter les politiciens, à les traiter comme des enfants, ils n'ont aucun droit pour faire ça. Les évêques et les archevêques n'ont aucun droit vis-à-vis de la société civile pour faire ça. Ils font ça parce que la situation est difficile pour tout le monde. Ils veulent venir en aide de la société globale, du pays, comme pour secourir. Si tu voyais la maison d'un voisin brûlée, vous n'allez pas passer comme ça. Eh bien, l'Église, c'est pareil. L'Église voit que le pays va mal. L'Église parle pour que ça aille mieux. Donc, merci. Le pays va bien, mais nous sommes en train toujours de faire un effort pour que les choses aillent bien. Donc, merci. Là, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous avez un mot, dernier mot? Moi, je souhaite que... c'est un souhait. Je souhaite que les gens aient le courage. Il n'y a pas que le Congo ou les Africains qui souffrent. Dans d'autres pays du monde, les gens se battent contre des situations très compliquées. Mais ici au Congo et dans beaucoup de pays africains, je pense par exemple à tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, on croit que les malheurs, les échecs, des choses qui ne vont pas, c'est pour nous. C'est pas vrai. Il faut que les gens aillent en Inde, qu'ils aillent au Pakistan, qu'ils aillent même en Chine, et qu'ils se souviennent en histoire ce qui a existé par exemple entre le Japon et la Chine. C'était terrible. C'était terrible. Donc si nous sommes instruits par l'histoire de ce qui a été dépassé par d'autres peuples pour se construire comme ils se sont construits aujourd'hui, ça nous donne du courage de nous battre nous aussi et d'ouvrir notre avenir. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Je remercie également tous les fidèles de notre émission Congo Tolingi, partout où vous êtes. Je remercie également Patrick et Fambe qui ne rate pas cette émission. Je remercie également Madame Nelly à partir des États-Unis d'Amérique. Je remercie également Yannick Tessa. Je remercie également la personne qui est derrière moi, derrière la caméra, Trésor Moubiala. Vraiment, je tiens à remercier également tous les Congolais et tous ceux-là qui ont participé au 9e G de la francophonie pour soutenir également notre pays. Et voilà, je vous dis bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Électionnet pour ne pas rater. Au revoir.